Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission qui, faut-il dire, change de dénomination à partir de ce numéro. Des livres et des lettres va devenir libre avec un livre. Et désormais, donc, vous aurez, comme vous l'avez constaté, un nouvel habillage. Et pour commencer, on reçoit un grand, il a été un grand cadre, en tout cas, du Bénin au service des travaux publics du Bénin. Un parcours assez riche qui nous propose aujourd'hui, pour le premier livre mis sur le marché, son autobiographie. D'où est-ce qu'il est parti? Comment est-ce qu'il a fait ses études? Quels sont les grands moments de sa vie d'enfance et d'études qui l'ont marqué? Ben, il a conçu tout cela dans ce bouquet que j'ai à main, intitulé De la taupe au taupin. Il s'agit de Athiou Henri Doutétier que nous avons avec nous. Monsieur Doutétier, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy Agoy. Alors, vous êtes un grand cadre du ministère de TP à la retraite. Oui, retraite active. Retraite active, disons-le, puisque d'ailleurs vous avez un bel ouvrage mis à notre disposition. C'est un essai autobiographique. Vous parlez un peu de vous-même, de comment est-ce que c'est venu ce parcours qu'on vous connaît, parti de votre vieux natal jusqu'à l'heure actuelle. Alors, dites-nous de façon très précise, pourquoi est-ce que vous vous engagez dans une telle entreprise? Est-ce que c'est l'ennui de la retraite? Et ce n'est pas l'ennui de la retraite. Je m'engage dans cette entreprise pour pouvoir laisser à mes enfants, à mes petits-enfants, disons à toutes les générations qui viennent et qui viennent après moi, qu'on peut sortir des marécages, partir de marécages à 40 km de Cotonou, pour en arriver là où je suis venu, là où je suis aujourd'hui. Tous ceux de ma génération ont eu pratiquement ce parcours. Vous partez de village, vous allez à l'école avec un paille noué sur le cou et vous faites l'école primaire, K1, K1, vous passez le concours d'entrée en 6e et un système était mis en place pour récupérer et tendre la main à ceux qui, je ne dirais pas qu'ils sont simplement intelligents, mais qui ont la volonté de devenir, la volonté d'être et d'aboutir à quelque chose. On passait l'examen d'entrée en 6e, on avait une bourse. On nous classait soit au lycée Béanzé, au lycée technique, les filles allaient au lycée Tofa, d'autres allaient au lycée Mathieu Bouquet à Parakou. Et nous, qui sommes des enfants de paysans, à vous dire, moi, j'ai porté ma première paire de chaussures à Porto-Novo en 1963, quand je suis arrivé au lycée. À 13 ans. Je n'ai jamais porté de chaussures jusqu'à aller à Parakou. On y allait pieds nus. J'ai porté des chaussures pour la première fois, arrivé au lycée Béanzé. On se sent quand on porte une première fois sa chaussure. Mais je ne me souviens pas parce que déjà très jeune. Mais il y a des camarades, et je ne sais pas sûr que je ne fasse pas partie. Le pied gauche du pied droit, on avait du mal à en distinguer. Carrément. Carrément. C'est comme si on est tombé dans quelque chose d'inconnu, d'imprécis et de grandiose. Okay. Voilà, on en arrive là. C'était si merveilleux. C'était si merveilleux. Et on en avait la conscience que c'est notre travail, c'est notre effort qui nous a amenés là. C'est votre père qui l'a acheté ou c'est... Non, c'est la bourse. On était à l'entrée en 6e, on avait une bourse, on était à l'internat. On nous habillait de la tête jusqu'aux pieds. Okay. Déjà, c'est là-bas qu'on a appris à manger avec une fourchette. C'est des choses terribles, on n'en a jamais vu. Bien sûr, en dehors des enfants, des enseignants ou bien des infirmiers qui sont parmi nous, mais 90% de nous qui venons de Kandi, de Bémérek, on venait des lieux vraiment reculés et connus. On était de vrais villageois. On nous a plongés dans ça. Et l'enthousiasme du travail, de devenir quelque chose, on avait des modèles. Il fallait devenir accolé. Le mot a peut-être une connotation autre aujourd'hui, mais ça nous incitait à travailler. Il ne fallait pas redoubler, il ne fallait pas échouer. Et on faisait tout. On excellait en tout, en sport, en mathématiques, on avait le monde devant nous et il fallait y aller. C'était une période passionnante. Hein? Ah, c'est une période formidable. Mais je n'ai pas l'impression que le fait de vous avoir sorti de votre zévier, de votre milieu presque aquatique, avec tout l'environnement qu'on connaît, la culture qu'on connaît, le fait de vous avoir sorti de là-bas
pour fréquenter un peu l'école dans les villes, n'a pas transformé en vous, en tant que tel, ce sentiment d'appartenir à une communauté aussi villageoise. Comment vous avez résisté à cette, je vais dire, agression à la limite? Oui, mais en fait, c'est qu'on était ancré dans notre culture de base avant d'y aller. À la limite, je vous dirais, nous connaissions nous-mêmes avant, avant d'y aller. Et c'était une rencontre. Nous, on avait des camarades qui venaient de Kandi. Ils parlaient leur Dendi et leur Bariba, et nous, on parlait notre Fon, notre Aïzo, mais on échangeait. On dormait dans le même dortoir. Il y avait des distinctions entre personnes. On avait pour quelque chose de commun. C'est travailler. Excellent. Et on avait, c'est curieux, on avait pas le sentiment seulement, on se disait, le Dahomey de demain, c'est nous. Okay. Ah oui, le Dahomey de demain, c'est nous. Pour cela, nous devons tout faire pour être les meilleurs et venir porter la contribution pour le développement de ce Dahomey. Alors, on a l'impression, en vous suivant et en voyant un peu votre parcours, quand on a parcouru un peu votre bouquet, que tout était pratiquement tracé avec un système éducatif qui avait déjà ses lignes bien tracées. De sorte à ce qu'il fallait juste suivre la voie. Je vais vous dire, le livre s'appelle La taupe et le taupin. Oui. La taupe, c'est le rapalmis chez Guénési. Tout à fait. Et le nom que je porte, Achou, c'est le prénom, le prénom du premier enfant de Vodouci. Et c'est Achou, en fond, c'est Guénési. Rapalmiste. Donc la taupe. Et de cette taupe, j'évolue au lycée Béanzé. J'ai une bourse pour aller en France dans une école qu'on appelle, dans les lycées qu'on appelle les classes préparatoires. Les classes préparatoires, c'est les bacheliers les plus méritants en mathématiques, en sciences et aussi en lettres pour rentrer dans les grandes écoles françaises, devenir ingénieur, agronome et ci et ça. Et nous qui sommes en classe préparatoire, on nous appelait les taupins. Ceux de l'université nous appelaient les taupins. Donc, je suis parti de la taupe amphibie de Baudière pour arriver et devenir taupin. Donc, en fait, il y a un pied de nez de destin qui reliait ma sortie des marécages pour la France où je suis devenu quelqu'un qui doit aller dans une école et ramener la connaissance ici. Ça donne l'impression d'un chemin tracé, mais le chemin tracé engriffé par le destin. Si vous ne le prenez pas vous-même en charge, le chemin peut être là et vous allez bifurquer. Vous pensez que vous êtes pris en charge? Je me suis pris en charge dès la classe de 6e au lycée Béanzé. Comment? Ah ben, parce que j'avais l'objectif. Il ne faut pas que je retourne au Brodou dans cette marécage, dans les marécages. Il ne faut pas perdre la bourse. Il ne faut pas perdre la bourse. Et il y a quelque chose qui vous stimulait, c'est la distribution des prix. Les meilleurs, mais vous ne pouvez pas savoir. Quand on dit on va à la distribution des prix et on prononce votre nom, vous êtes le meilleur élève en mathématiques de votre promotion, meilleur élève en mathématiques des seconds cycles, meilleur élève en si, vous êtes le meilleur de votre classe. Mais le clairon de la gendarmerie sonnait et vous levez et tous les camarades acclamaient, mais vous avez la grosse tête. C'est terrible. Et jusqu'à aujourd'hui, nous qui avons vécu ça, quand nous nous rencontrons quelque part, on se dit, il y a bien il y a rien, il passe au mouni. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Comme on le dit. Comme on le dit. Alors, faut-il le rappeler ou faut-il le souligner? Je l'ai dit tout à l'heure, on a l'impression que tout était préparé, tout était ouvert pour les gens de cette époque, les enfants de cette époque. Aujourd'hui, l'école n'est pas aussi ouverte et aussi facile d'accès comme ça. Le destin n'est pas aussi facile à tracer, à suivre comme ça. Quand on fait une comparaison entre les deux systèmes, est-ce qu'on n'a pas reculé là? Mais il y a quelque chose qui est fondamental et on dira ce que c'est presque universel, sauf peut-être dans quelques pays. Aujourd'hui, l'école n'est plus un ascenseur social. L'école n'est plus un ascenseur social. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas parce que vous avez fait des études, vous avez réussi, vous avez fait ceci, vous avez ça, que vous allez être dans la société quelqu'un qui est en vue.
comme un grand quelqu'un qui est en vue. Parce que il y a des voix discordantes, des voix bizarres aujourd'hui dans notre société. Je ne dirais pas pour devenir, pour paraître. L'effort, le travail, l'accrochage n'est plus aussi payant qu'en notre temps à nous. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, disons, l'école n'est plus aussi attractive que dans notre temps. Vous prenez un paysan qui est à Tukuntuna, il a 5 enfants. Lui seul doit aller au champ pour faire les choses pour que ses enfants-là aillent à l'école. Mais il n'est pas en mesure, tout seul, d'entretenir 5 enfants dans un CEG jusqu'en classe de 3e, en seconde. Et pire, quand il vient à l'université ici, même si c'est gratuit, ici aujourd'hui ce n'est plus payant les inscriptions, mais il faut manger et s'alimenter. Un paysan, un parent seul aujourd'hui ne sera pas en mesure de faire ça. Donc c'est pour ça que moi, je milite et j'en parle partout. Ce n'est pas reprendre le système de bourse comme avant et mettre les gens à l'internat, les nourrir comme nous. Ils sont par milliers maintenant à l'école, alors que dans votre temps, c'est à peine une dizaine, une centaine à la limite. Oui, mais en notre temps, le budget national n'était pas 3 000 milliards. Le budget était peut-être 500 millions de francs CFA. À chaque temps, à chaque masse, il faut trouver un moyen pour adapter ce qui est payé, pour sortir beaucoup de gens de la précarité. Sortir les gens pour que... Il faut trouver des moyens pour que personne ne reste sur le quai de la gare. Et chaque société, dans son temps, doit pouvoir réfléchir et trouver ses moyens. Il y a une vision, une conception qui veut désormais que chaque famille, chaque parent comprenne que l'État ne peut pas tout faire. Il faut remobiliser aussi les masses populaires. Oui, mais vous dites qu'aujourd'hui on dit que l'État ne peut pas tout faire. Oui. Est-ce que les familles d'antan s'attendaient à ce que l'État fasse tout? Je renverse moi les conceptions, la question. Oui. Est-ce que les familles d'antan s'attendaient à l'État fasse tout? Non. Les familles d'antan faisaient leur effort. Moi, je suis allé à l'école catholique, à l'école de la mission catholique à Bomekalavi. On payait une contribution de 300 francs. Mes parents payaient cette contribution. À l'époque, 300 francs. L'école publique était là. Mais parce qu'ils pensent que, et ils en ont la conviction que ce qu'on donnait à leurs enfants, l'éducation qu'on donnait à leurs enfants à l'école de la mission catholique, étant vaudouci, attention, il ne faut pas dire que c'est la chrétienté qui les a amenés là, étant vaudouci, cette éducation-là, ils doivent pouvoir faire cet effort-là pour que leurs enfants le reçoivent. Donc, en tout temps, à tout moment et partout, les parents ont la conviction qu'ils doivent faire des efforts pour que leurs enfants arrivent à devenir et être. Et surtout, les dépasser. Comme le maître fait tout pour que son élève le dépasse. Mais tout ce que je dis, chaque société, à chaque instant, vu les richesses qu'elle a, elle est en mesure de réfléchir et de faire une répartition telle que je ne laisse pas les enfants au bord de la rue, je ne laisse pas quelqu'un au bord de la chose là. Chacun doit travailler et tout le monde doit faire des efforts. Ce n'est pas attendre rien que de l'autre, mais l'État doit pouvoir envoyer des signes, des capacités à ceux qui sont dans la nécessité absolue de s'en sortir. Ce n'est pas du socialisme, ce n'est pas du communisme. Ah d'accord, ça m'inquiétait parce que... Pas du tout. Oui. Mais l'effort doit venir du bas et rencontrer un soutien pour sectorialiser. Alors revenons un peu à votre enfance. Vous êtes né enfant vaudouci. Oui. Ça ne vous a pas perturbé dans votre parcours scolaire? Vous n'avez pas senti la charge, le poids d'appartenir peut-être à une communauté religieuse qu'on voyait peut-être un peu mal ou qu'on dépeignait mal? Mais non, c'est aujourd'hui que ces choses-là se passent. Ah oui? Mon père vaudouci a pris ma mère à les remettre au père Odoula à Bomekalavi. Je te donne cet enfant pour qu'il reçoive l'éducation de chez toi. Ah, vous avez été baptisé alors? J'ai été baptisé. Je m'appelle Henri, il n'y a aucun problème.
Et tous ceux de ma génération, si tu vas à l'école de la mission catholique, tu es baptisé. Tu n'as pas le choix. Oui, on peut dire que tu n'as pas le choix, tu es baptisé. Mais cela n'entrave en rien ce que tu es dans ton naissance, de ce que tu es. Quand vous retournez au village, en dépit de votre baptême, oui. Vous continuez à vous agenouiller, à vous prosterner auprès des vaudous? Non, je ne me prosterne pas devant les vaudous, mais je participe aux cérémonies. Vous voyez, les morts, les choses. C'est la culture, c'est notre vécu. Écoutez, si tu ne te connais pas et tu n'es pas toi-même, tu ne peux pas vivre aisément la vie que tu vis. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'ignorance de beaucoup de gens, aujourd'hui, il faut que... Ils ont peur d'aller au village. On dit sorcier, on dit ci, on dit ça. Mais la sorcellerie, ça part de vous-même. Oui, mais il n'y a pas de réalité, non? On a vu beaucoup d'enfants, beaucoup de fils d'une localité gaspiller peut-être leur avenir parce que pour chasser, persécuter par de proches parents qui en veulent à leur avenir. Mais quelle preuve il a que quelqu'un l'empoisonne à distance? Quelle preuve il a? Je vais vous dire une chose. Vous ne croyez pas, c'est ça? Ce n'est pas que je n'y crois pas. La sorcellerie peut exister et existe. C'est une science. Mais moi, je suis scientifique. Une science dont je n'ai pas le code, je dis, il faut que je cherche et cette science-là, ça va être décodé un jour. Vous croyez au téléphone portable? Quelqu'un reste à New York et appelle et vous prenez. Et là, vous avez une boîte. Alors que l'autre, il fait des choses qui peut porter. Aujourd'hui, nous parlons de chirurgie à distance. Mais si nous étudions, et nous, les sociologues, nous rentrons dans notre milieu, moi je connais en science ce que nous appelons l'intrication. L'intrication, c'est la suggestion à distance. Et c'est reconnu par la science. La science moderne. Oui, vous pouvez dire, la science des Blancs, mais c'est une science qui existait chez nous. Okay. Et les Blancs le découvrent aujourd'hui avec ce que nous appelons la physique quantique. Et les Blancs le redécouvrent aujourd'hui avec la physique quantique. Bon, moi, je dis, il y a des choses qui sont simples. Vous êtes arrivé comme moi, vous êtes sorti des marécages, vous avez réussi. Et vous ignorez les autres et vous les isolez. Naturellement, mettez-vous à la place des gens là. Ils vont vous envier, ils vont vous en vouloir. Mais si vous faites plus ou moins, je dis à mes camarades, moi, quand je retourne à mon village, à Bodjela, à côté de Zivier, je peux dormir la bouche ouverte. Ah oui. Celui qui amène le poison pour mettre dans ma bouche là, là, tout le monde oui, peut-être parce que vous êtes protégé d'une manière. Je ne suis vous savez ma protection. Vous savez ma protection. Vous permettez votre condition, ou je dois dire, les conditions dans lesquelles vous êtes né par exemple. Votre père a dû, ma foi, solliciter la contribution des forces vaudou, etc. Avant même qu'on ne vous conçoive, les conditions dans lesquelles vous aviez grandi, avant même d'accéder à l'école catholique, tout cela est quand même une préparation au-delà de vous qui vous protège. Mais je vous dis une chose, c'est simple, c'est humain. Vous venez dans ce village-là, dans la case de votre père, vous avez des moutons, vous avez des choses, vous mangez du riz, vous buvez, et vous jetez les canettes, et les autres sont tout autour de vous, le ventre creux, et vous retournez chez vous. Vous retournez à Cotonou, l'enfant est allé à Bodje, il a été piqué par les moustiques, il a le palu. Et du coup, vous revenez ici. Le palu met 10 jours, 16 jours pour faire son éclosion. Le palu, le moustique qui a piqué, le palu éclore. Et cet enfant, il a un palu, il a un neuropalu. Automatiquement, votre femme dit, ah, c'est les oncles qui sont là-bas, c'est parce qu'on est allé au village la dernière fois qu'on lui a jeté le sort et il a le palu. Mais, revenons à nous. N'ayons pas peur de nous-mêmes. Avoir peur des gens dans lesquels vous êtes nés, c'est avoir peur de vous-même. Je reconnais, il y a des parents, il y a de nos anciens, il y a des parents qui sont dans cet esprit. Ne venez pas, hein, ils vont vous jalouser. Vous êtes trop bien. Parce que peut-être qu'ils ont eu l'expérience, ils ont vécu des choses qui permettent d'avoir une telle posture. Mais je vous dis, c'est en leur propre sein. C'est dans votre esprit. Le développement des mauvaises choses. Mais tout le monde le dit. Si vous pensez des mauvaises choses vont vous arriver.
Si vous pensez de mauvaises choses vont vous arriver. Et vous voyez les vôtres dans une misère noire, vous avez réussi. Et vous ne faites pas quelque chose pour leur tendre la main. C'est quand même quelque chose. Oui, c'est une solidarité obligée. Pourquoi est-ce Mais- qu'il faut fondamentalement... Mais lorsque vous étiez petit, vous allez à l'école. Oui. Moi, je parle de mon cas. Toutes les femmes qui sont dans la maison, c'est quelqu'un te donne 1 franc, 2 francs à Kokoïbéa. Il faut nous retourner l'ascenseur. Il n'y a pas clair, on vous donne quand vous revenez en vacances. Avec la farine de maïs. Talé, Doko, Oui. on vous donne quand vous revenez en vacances. Mais vous étiez enfant, vous étiez heureux de recevoir de ces gens-là. Mais quand vous êtes devenu, comme on le dit vulgairement, leur sorcellerie ne vous a pas tué lorsque vous étiez enfant. C'est maintenant que vous découvrez qu'ils sont Mais parce que sorciers. peut-être pendant que vous étiez enfant, il n'y Oui. avait pas de raison outre mesure. Non, ça c'est... Maintenant que vous avez peut-être beaucoup de Mais millions, beaucoup est-ce de que maisons, la question, à qui profite le crime? Est-ce que votre mort leur profite? C'est ça le raisonnement qu'on doit mener un peu. Est-ce que votre mort profite aux sorciers? Parlons des conditions de votre enfance là-bas. On voit un peu, hein, c'est normal, la vie au village, l'enfance au village, c'est l'amusement dans la rue. C'est formidable. C'est l'amusement dans la rue, c'est manger de case en case, Oui. aller chez les amis, etc. Aujourd'hui, on a ce réflexe de se recroqueviller sur soi-même. Oui, parce que le copiage occidental nous a enlevé de notre solidarité habituelle. Nous regardons trop, comme le disent les saints, on regarde trop le cinéma. Et nous copions des modèles qui ne nous ressemblent pas. C'est pas un bon modèle? Ce n'est pas un bon modèle. Pourquoi? Mais eux-mêmes, ils s'en rendent compte aujourd'hui. Un modèle non solidaire n'est pas un bon modèle. Et eux, ils ont essayé quelque chose. La solidarité dépersonnalisée. C'est comme ça que j'appelle le truc social chez eux. C'est la solidarité dépersonnalisée. Mais cette solidarité dans laquelle il n'y a pas un minimum d'amour ne peut pas prospérer. La preuve, aujourd'hui, vous entendez, on dit qu'ils vont aller à la retraite à 64 ans, tout le monde monte dans les rues, on dit on va le tuer, le type qui dit ça. C'est une solidarité dépersonnalisée. Alors, j'ai remarqué que dans le livre, en vous lisant, vous aviez eu la responsabilité très précocement. C'est-à-dire que les charges, la prise de conscience, l'engagement autour de, je dois dire, des actes qu'il faut poser pour l'avenir, pour son propre avenir, vous en avez pris conscience très tôt. Aujourd'hui, de moins en moins, je ne sais pas jurer les jeunes, mais ce n'est pas aussi trop tôt que ça. Est-ce que c'est votre époque, vos conditions qui vous ont préparé à ça, ou c'est juste un concours de circonstances parce que vous avez dû quitter un peu les parents pour pouvoir assumer ces responsabilités-là? Oui, disons qu'on peut parler aussi un peu de conditions, l'internat. Être dans un melting pot, des gens qui sont venus d'un peu partout. Nous frottons les idées. Et le livre, nous cachons la nuit même pour lire des livres. C'est tout ça qui a fait que nous tous, pratiquement de notre génération, on a pris des responsabilités très tôt. Nous sommes devenus des personnes mûres, à la limite, avant l'âge. Nous, on était à Paris, résidence d'Afrique. On était là, le directeur a doublé le loyer des chambres. Mais on n'a rien d'autre à faire que le comité de résidence dans lequel j'étais. On est allé le voir, on lui dit de mettre fin à cette histoire. Nous avons une bourse de 450 francs. Tu mets le loyer à 250 francs et on va vivre de quoi? Et nous, on l'a bloqué, on dit tant qu'il ne changera pas. Mais il a appelé le commissariat du 14e arrondissement. Ils sont venus nous chercher. On a fait garde à vue, on nous a inculpé, tout ça là, on a fait blocage, on a fait ci. Mais on a dit, nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Quand on est jeune, quand je regarde aujourd'hui, je regarde l'université, qui ne fait même pas grève pour avoir de bibliothèque. Quand ils font grève, vous allez entendre, il n'y a pas de bus. Et il ne faut pas grève pour qu'il y ait de bus. Tout le monde ne vient pas s'asseoir dans la cour pour dire, s'il n'y a pas de bus aujourd'hui, nous, on ne rentre pas en classe. Mais quand même. Oui, vous les incitez à la rébellion. Ce n'est pas une rébellion, mais c'est une manière de façon pacifique de réclamer ce qu'on doit avoir. On dit chez nous, nous sommes sous un arbre. Si tu te tais sous l'arbre,
l'oiseau va jeter ses fientes sur ta tête. Non, nous ne pouvons pas rester comme ça. Moi, je dis à mes enfants, si je fais mal, dites-le moi. Ici, nous sommes en démocratie chez moi dans la maison. On se réunit, on fait des choses. Et quand on a l'occasion de se revoir tous, on fait jusqu'à faire PV. Carrément. Carrément. C'est quoi? Il y en a qui... Non, pour que ce qu'on a dit là, pour que nul n'en oublie, on fait. Et ici, il n'y a pas de testament. Le testament est écrit au jour le jour. Chacun sait ce qu'il doit faire, comment il doit poser le pied. Pour un chapitre réservé, des lignes et des lignes à l'histoire de votre village. Je sais que vous y allez régulièrement et fréquemment, vous ne manquez pas d'occasion. Est-ce que vous avez l'impression que ça a changé? Ah, mon village que les hommes aussi ont changé. Mon village a sérieusement changé. Ne serait-ce que nous sommes un village amphibie. Amphibie, c'est quoi? C'est des maisons mi-aquatiques. De novembre jusqu'en août, nous sommes sur terre, on fait l'agriculture, on fait des choses. Et de août jusqu'à fin octobre, c'est l'eau partout comme Gambier, on est comme ça. Mais pendant mon enfance, on faisait les pilotis en bois, on faisait des choses. Mais quand moi je suis revenu, la première chose que j'ai commencé par faire comme ingénieur, c'est de faire des poteaux en béton. Des potelets en béton. Et ça a changé tout le village. Parce que tout le monde a fait des potelets en béton et on a construit un paille là-dessus. Et ça, les maisons ne tombaient plus tous les 5 ans. Et petit à petit, ils ont commencé par faire feuilles de tôle, feuilles de ci, feuilles de ça. Aujourd'hui, mon village, je l'appelle un petit Paris. Ça a changé. Ah oui. J'imagine le feu tricolore. Et les gens qui sont dedans, ils travaillent. On a mis un système de prêt en place. Ils font 2 récoltes de patates douces, récolte de maïs de contre-saison. Ils font tout en contre-saison. Et ils vivent leur vie de l'agriculture. Mais vous imaginez, dans un village de 300 personnes, où nous vendons près de 50 millions de produits agricoles par an, plus personne ne vient pour te demander l'argent à quiconque que ce soit. Voilà, mon village a changé. Les hommes aussi? Les hommes aussi ont changé. En quoi? Mais ils ont changé à ce que ils ont vu qu'on peut avoir des choses en travaillant par soi-même. Ils ont compris qu'on peut se construire un avenir par soi-même au lieu d'attendre quelque chose. On a fait un pont. Pour construire un pont, moi j'étais l'ingénieur, mais on a utilisé tout simplement un maçon, un ferrailleur et un coffreur. Tout le village était main-d'œuvre. C'est eux-mêmes qui préparaient le béton et qui faisaient tout. Parce que c'est leur chose. Ils en ont besoin pour traverser la rivière. Aujourd'hui, ils ont pris conscience qu'ils sont dans un village qui a une luminosité par rapport à tous ceux qui sont autour d'eux. Parlez-nous de cette séquence des sorcières au confessionnal. Les sorcières au confessionnal. Oui. On était allés. Puisque vous semblez un peu distant et réservé par rapport à cette... Non. On est allés. On avait les messes de midi à l'église Notre-Dame de Porto-Novo. Et on quittait le lycée Béanzin à pied pour aller à la messe de midi. Et à la messe de midi, le père qui célébrait la messe pour nous, et qui l'a toujours célébré, et il dit, mais il ne comprend pas. Et il y a des dames qui viennent en confession et qui disent toujours, Moleye, Moleye, Moleye. C'est quoi Moleye? Et nous nous sommes tous mis à rire à gorge déployée dans l'église. Seulement. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Je vais vous punir. Et on s'est tué. Il dit, et même les grandes personnes aussi ils se sont bien rigolés. Et il se tourne vers son interprète. Il dit, mais c'est quoi mon lait? Elles disent qu'elles ont un oiseau. Et puis il dit, est-ce qu'avoir un oiseau c'est un péché? C'est aussi rigolo que ça. C'est quoi? Elles viennent confesser, elles disent qu'elles ont un oiseau. Est-ce qu'avoir un oiseau est un péché? Et son interprète lui dit, c'est les sorcières. Elles rentrent dans leur oiseau pour la sorcellerie. Il dit, ah bon, ces dames-là, si jamais elles viennent encore à la confession, je vais demander l'autorisation à l'évêque pour qu'on les brûle vivants. Voilà l'histoire de Moleye, les sorcières. C'est assez amusant, j'ai bien envie qu'on l'évoque. Parce qu'il y a des réalités quand même chez nous qui échappent quelque
part au raisonnement moderne qu'on a aujourd'hui, où les gens se réservent un peu quelques... sont sceptiques par rapport à ces réalités-là. Au-delà peut-être de cette séquence où le prêtre a promis de les passer au feu, est-ce qu'il y a eu une réaction outre mesure par rapport à ça, à l'Église? Je viens de vous dire tout de suite que je ne peux pas le démontrer. Il y a des faits peut-être qui le démontrent que la sorcellerie existe dans notre société. Mais à l'étape où moi je suis en tant que scientifique, je dis c'est une science dont je ne connais pas le code. Et le fonctionnement. Et le fonctionnement. Le Fa, c'est une science. C'est la mathématique hexadécimale. Le Fa, c'est une science. Et moi, j'ai tous les livres, les 4 tomes du professeur Adjou, du professeur Moumouni. J'ai les 4 tomes. Parce que je suis mathématicien, c'est des mathématiques, le Fa. Et en fait, nous sommes, tout ce qui est dit tout autour, pour les histoires qu'il raconte, c'est comme, je veux pas aller plus loin, c'est pour faire passer le message. Comme les autres, ils font des choses pour faire passer le message. C'est pour faire passer le message. Mais je dis toujours, vraiment, sortons de cette affaire, sinon ça va bloquer. Celui qui bloque votre esprit, il bloque votre développement. Absolument. Alors, vous avez beaucoup d'histoires dedans, hein, beaucoup d'anecdotes à raconter, la grève des 3 morceaux de sucre. On ne peut pas tout évoquer ici, c'est un bel ouvrage, très intéressant en tout cas, passionnant pour ceux qui aiment, je dois dire, la vie de village, la vie de l'internat, la vie d'écolier, etc. Et la vie d'une certaine époque aussi, où parfois on faisait la transition entre la vie de village et la vie de ville. Si vous êtes intéressé, achetez-le. C'est bien de la topotopin. C'est disponible déjà dans les librairies à Cotonou, n'est-ce pas? Oui, de la topotopin, c'est disponible dans les librairies. Et vous préparez même déjà un Je prépare un second livre. Là, on va s'intéresser à votre vie professionnelle. Là, c'est ça c'est la vie professionnelle. Qu'est-ce qui vous a autant marqué au plan professionnel pour que vous soyez, vous déterminiez à écrire quelque chose? Ce qui m'a marqué, c'est surtout mon parcours dans la fonction publique. Les 20 ans que j'ai fait dans la fonction publique, si je m'assieds, je fais le bilan n'est pas très solide. Okay. Parce que, en notre temps, on nous tournait. C'est-à-dire, d'abord, le ministre, il avait que 18 mois au maximum. Et quand chaque ministre venait, il rasait toute la table, il remettait, et des fonctionnaires très fiers d'eux-mêmes, ils se disaient, bon, notre République va venir bientôt, vous qui êtes directeur, ne vous en faites. Alors merci beaucoup, M. Atchou Henri Doutétien. Merci de nous avoir accueillis chez vous, faut-il le rappeler, dans votre petit jardin pour réaliser cette émission. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre rendez-vous hebdomadaire de littérature. On a évoqué, faut-il le rappeler, de la topotopin. C'est un essai autobiographique pour partager un peu les expériences de vie de M. Henri Doutétien. Merci encore une fois d'avoir été là. Vous passez un excellent week-end. Samedi prochain, on va se voir avec un autre auteur et un nouvel ouvrage. Prenez soin de vous.